Alors, vous allez prendre votre cahier et donc écrire grand 2, caractéristiques des zones de subduction, vu que nous avions terminé le grand 1 avant de faire le TP ensemble. Vous pouvez mettre pause à tout moment dans la vidéo pour pouvoir prendre le temps d'écrire ce qui va vous être projeté entre guillemets. Alors, on commence par définir, même si on l'avait déjà fait, une subduction. C'est la disparition d'une lithosphère océanique dans le manteau qui est situé en dessous, donc asténosphérique, par enfoncement de cette lithosphère océanique. Et ceci va conduire au rapprochement des blocs continentaux qui sont aux extrémités de cette lithosphère océanique. Donc on va faire le mouvement inverse de la divergence, c'est-à-dire qu'on va faire disparaître du matériel océanique et du coup rapprocher les masses continentales. On va faire 3 sous-parties dans ce grand 2 et la première sous-partie va concerner la mise en évidence d'une zone de subduction par les séismes. Donc ça fait référence la première activité du TP Tectoglobe. Et vous aviez une question où il fallait rappeler les caractéristiques de la lithosphère océanique quand elle est âgée. Et donc quand elle est âgée, c'était le résumé du grand 1. Elle est riche en eau, elle s'est épaissie et elle est devenue trop dense par rapport à l'asténosphère qui la supporte, ce qui va faire qu'elle s'enfonce. On va passer du coup à la correction du TP, où vous deviez dans un premier temps localiser le Pérou et faire référence à cette partie-là du schéma que vous devez avoir à côté de vous, puisqu'on va le compléter, correspondant à cet enfoncement. Donc, il fallait repérer la fosse sur Tectoglobe 3D. Donc, on pouvait repérer ici le relief négatif. On pouvait même demander l'affichage des reliefs et voir nous avions une mince bordure ici violette qui correspond à des reliefs qui, au large de l'Amérique centrale, enfin de l'Amérique du Sud, pardon, vont jusqu'à 8 km de profondeur. Cette fosse, on peut la visualiser plus proprement en faisant une coupe entre deux points. Donc il fallait exagérer les reliefs pour la faire ressortir. Et donc là on voit bien qu'on passe 5 km, c'est la tranche d'eau. Et puis ici on peut aller jusqu'à 8, 9, 10 km en termes d'enfoncement. Le rajout des séismes permettait de voir qu'ils s'alignaient et qui s'alignait en continuité de la fosse. Donc c'était la réponse ici attendue dans le TP. Et on pouvait en déduire que ce qui plonge, finalement on aurait pu s'attendre à ce que ce soit liquide, mais en fait ça ne peut pas l'être, puisque s'il y a des séismes, ça ne se produit que dans une roche cassante. Donc on en déduit que ce qui plonge reste bien solide. Et puis vous aviez à calculer le pendage de cet alignement avec le logiciel Tectoglobe. Donc en revenant au cours, on écrit ce paragraphe-là. On observe que de nombreux séismes alignés de profondeur croissante et ça matérialise, on met un coup de fluo, la lithosphère océanique qui est froide, qui est solide et cassante et qui s'enfonce. 2 scientifiques ont identifié cet alignement et ça leur porte leur nom, Wadati et Benoît. Donc au niveau du schéma, il fallait légender la lithosphère en subduction. Donc je rappelle que la lithosphère, c'est la croûte plus le manteau situé en dessous. Ce qu'on va appeler la lithosphère chevauchante, c'est celle qui reste en surface. Donc ici, c'est la lithosphère continentale qui est chevauchante. Toujours pareil, la LVZ qui est en dessous ici, et le manteau asténosphérique qui est cette partie verdâtre. Des séismes qui sont dans cette lithosphère qui plonge et qui sont ici superficiels et puis qui deviennent de plus en plus profonds. Il peut y avoir des séismes jusqu'à 500-600 km de profondeur. Ici la fosse. Ici, avec la lithosphère océanique, continentale chevauchante, on a l'angle avec lequel il y a le pendage.
Et nous avons terminé pour cette première activité, ce grand A. Grand B, toujours avec Tectoglobe, nous avons étudié les volcans. Alors, il fallait rajouter les volcans. Et on pouvait observer que ces volcans étaient pas en plein milieu ici du continent, mais qu'ils étaient plutôt proches de la bordure. Donc on écrit dans le cours, on observe des volcans dans les zones de subduction situées sur la plaque chevauchante. Et en fait, il en existe de deux sortes. Ceux que vous avez observés, qui sont en bordure, on appelle ça une cordillère. Et ça, c'est si la plaque qui est au-dessus est continentale. Donc c'est l'exemple typique du Pérou que vous avez ici. Mais en fait, cette cordillère, elle existe également tout le long de l'Amérique du Nord. Et puis la deuxième possibilité, c'est que ces volcans soient sous forme d'îles insulaires qui vont former un arc, c'est-à-dire comme une sorte de demi-cercle. Et ça, c'est le cas si la plaque qui reste au-dessus est une plaque elle-même océanique. Et donc, je vais vous montrer deux exemples, les Antilles et les îles éoliennes. Les Antilles, eh bien, vous ne le saviez peut-être pas, mais toutes ces îles-là sont des îles purement volcaniques de subduction et elles forment un demi-arc de cercle. On les repère davantage ici en dézoomant. C'est la plaque ici atlantique qui s'enfonce sous une petite plaque ici qu'on appelle la plaque Caraïbe. On l'observe également en Italie, ici, où on a un chapelet d'îles qui sont plutôt connues avec le Stromboli ici, qui sont des îles volcaniques en arc de cercle. L'Etna, que certains connaissent peut-être également, est également un volcan, mais il n'appartient pas à cet arc, puisqu'il est situé en dehors, donc c'est un autre mécanisme encore. Et ici, on a un autre volcan qui est beaucoup plus connu, qui est le Vésuve, et qui est également un volcan de subduction qui appartient à cet arc. Que ce soit un volcan en cordillère ou un volcan d'arc, ce sont des volcans qui sont de nature explosive. Donc une lave qui est très visqueuse, qui va être très riche en gaz et qui va être très dangereux pour les activités humaines et la biodiversité. Je vous laisse noter. Ici, je vous montre un volcan de la cordillère Amérique du Nord qui est le Mont Sainte-Hélène, qui en 1984 est rentré en éruption. Donc on a sa photographie. On voit le avant-après. Et on voit que ce panache de gaz et de fumée a tout dévasté sur son passage et on n'a plus que des troncs d'arbres sans plus rien dessus qui ont été calcinés. Ces volcans explosifs font ce qu'on appelle des nuées ardentes, c'est-à-dire un panache de cendres et de gaz qui va à peu près à 300 km/h et qui fait à peu près 500 degrés. Donc ici, vous en avez un qui a été pris en photographie en 1994 dans la zone indonésienne, qui est également une zone hautement dangereuse du fait de la subduction du Pacifique. Et c'est surtout que ces gaz de nuées ardentes, ainsi que le panache qui lui monte à la verticale, à un moment donné vont retomber au sol et vont recouvrir entièrement la surface. Ici, on est aux Antilles. Et on a le toit d'une école qui a été entièrement recouvert de gaz et de cendres. C'est arrivé également à Pompéi, qui est une ville archéologique ensevelie lors de l'éruption du Vésuve et qui a été ensuite fouillée et remise à découvert, donc une immense ville romaine, et qui était exactement dans cet état-là, recouvert de cendres et de gaz. On a des corps qui ont été figés
dans les positions où ce panache a déversé les collines de Naples, Pompéi étant juste à ses pieds. Très peu ont pu fuir. C'est un site archéologique hyper connu aussi par la qualité de la préservation. Les cendres ont préservé les couleurs des peintures, des mosaïques, ont préservé les aliments contenus dans les amphores. Donc il y a énormément d'informations qui nous sont parvenues de l'étude de cette ville. S'il y a un volcan, troisième tiré, c'est qu'il y a une chambre magmatique qui va être située à la verticale. Et ça, vous deviez me la montrer sur l'activité de Tectoglobe. Donc on revient, il fallait me montrer une zone qui était située à la verticale des volcans. Elle ne pouvait pas être en dessous de la zone sismique puisqu'on a dit que les séismes étaient purement solides. Donc on ne peut pas avoir une zone liquide à l'intérieur et on ne peut pas avoir une zone liquide ici qui aurait traversé par remontée. Donc elle était forcément située au-dessus. Donc si on légende, eh bien on se retrouve avec ce schéma-là. On rajoute les volcans sur la plaque chevauchante. On rajoute la zone de fusion située au-dessus de la plaque qui plonge. Et ça veut donc dire que du magma est remonté et a percé la plaque chevauchante pour former un volcan. Ici, on a une coupe avec deux volcans et on voit ces cheminées de magma qui permettent la remontée de magma. On écrit à nouveau une transition. Quelles sont les conditions qui permettent donc la fusion des péridotites, puisque ce sont les péridotites qui sont à l'origine du magma et qu'on a vu qu'il y avait du magma dans les zones de subduction. Et donc là, ça fait référence à l'activité 3 du TP. Cette activité 3 que vous deviez rédiger entièrement chez vous nous parlait du fait que ce n'était pas un mécanisme lié à la pression comme dans les dorsales, mais un autre mécanisme parce que dans les zones de subduction, je vais vous le prouver, ce n'est pas la pression et ce n'est pas la température qui permet la fusion. Ici, je vous remontre un graphique qui a déjà été étudié dans le chapitre 3. Le solidus qu'on appelle sec de la péridotite qui sépare un domaine qui est entièrement solide d'un domaine où ça commence à fondre. Et ici, le géotherme, non pas des dorsales, mais des zones de subduction. Et on voit sur ce graphique qu'il est complètement situé dans la zone située dans les basses températures et qu'il ne permet pas du tout de faire un début de fusion. Par contre, si on prend le solidus non pas sec mais humide de la péridotite, donc on enrichit la péridotite d'eau en laboratoire, eh bien on voit qu'il y a un recouvrement de ces deux conditions et qu'il existe une zone située à peu près entre 80 et 160 km qui permet la fusion des péridotites. Alors, à vous de l'écrire ici. Où on va dire que l'eau est utilisée comme agent fondant, c'est-à-dire qu'il va permettre la fusion de la roche. Ceux qui font de la pâtisserie, on l'aurait fait ici en cours, et qui veulent aller vite pour faire fondre du chocolat. Eh bien, au lieu de mettre du chocolat au four à micro-ondes, vous mettez du chocolat avec un peu d'eau et vous allez faire fondre beaucoup plus vite le chocolat. L'eau va faciliter la fusion. Il faut à ce moment-là écrire la correction de la stratégie que vous m'avez proposée. Je vous montre le TP qu'on ne va pas faire, mais que vous aurez pu faire. Ici, on va faire chauffer de la poudre H2O2 hydratée et ici de la poudre sans eau
on va l'appeler anhydre, et on voit qu'ici la poudre reste à l'état de cristaux, alors qu'ici on a une zone de liquide où la poudre a commencé à fondre. La question c'est quel est le rôle de l'eau? On ne donne surtout pas de réponse. Et la réponse c'est, on suppose que l'eau va agir comme agent fondant, autrement dit, va abaisser la température de fusion et le temps de fusion. Comment on va faire? On va faire fondre une poudre. Donc pour ça, on a besoin d'un appareil pour faire fondre. Et on va mesurer, on fait des verbes, on va mesurer le temps et la température. Donc on a besoin d'un chronomètre et d'un thermomètre. Cette poudre, elle va être différente en fonction de l'expérience test ou de l'expérience témoin. L'expérience test, on va prendre la poudre qui contient de l'eau. C'est le matériel de l'hypothèse. Et la témoin, c'est celle qui du coup ne contient pas d'eau. On change un paramètre entre les deux expériences. Si l'eau permet d'accélérer la fusion, eh bien on s'attend à ce que le temps et la température soient plus petits lorsqu'on fait l'expérience test que lorsque l'on fait l'expérience témoin. Donc ça, c'est la correction de la stratégie. Ce qu'on obtient, c'est que au bout de 2 minutes 30, on aperçoit des premières gouttes de liquide dans la poudre hydratée, alors que là, au bout de 6 minutes, on n'a toujours aucun liquide qui apparaît, alors qu'on a une température qui est encore plus importante. Donc ça serait la communication, tableau, double entrée, titre, nature, objet, outil, fluo. Dans la poudre hydratée, on a des temps et des températures plus petits. Ici, on a l'expérience avec de la péridotite et on voit que si on hydrate la péridotite, eh bien, le magma ne fond pas non pas à 900 degrés, mais à 800, voire à 700 degrés. Donc, on a bien un abaissement de la température de fusion. Question qu'on écrit et qu'on souligne, mais d'où vient cette eau? Alors peut-être que certains ont fait tilt. Ça nous permet de passer au grand C. Cette eau va provenir de la plaque qui est en train de plonger et qui était très riche en eau. Je vous avais montré le coup de l'éponge et qui, lorsqu'elle va s'enfoncer, va se déshydrater, va perdre son eau. Comment on peut le voir? Pardon, j'ai toussé. C'était la deuxième activité du TP. On écrit, qui dit subduction dit enfoncement, et qui dit enfoncement dit augmentation de la pression, et dit donc changement de la pression, ce qui correspond à du métamorphisme. Alors ici, on reprend notre schéma. On ne fait rien, je vous le remontre. Ça, c'était le métamorphisme du vieillissement, mais tout en restant à la surface. Métamorphisme d'hydratation, basse pression, basse température. Et là, on est en train de voir que la plaque, en s'enfonçant, va du coup gagner en pression. On est à 0,5 et on va aller jusqu'à 1,5 gigapascal en termes de pression. Et il va y avoir du coup de nouveaux minéraux à nouveau qui vont apparaître, des minéraux métamorphiques, tels que le grenat. Donc là, vous avez quasiment eu tous les points. Je reviendrai sur la diapo après. Le grenat en macroscopie, ce sont de gros minéraux roses. Et en microscopie, ce sont des minéraux qui sont plutôt très craquelés et rose clair en lumière non analysée et qui apparaissent noirs en lumière analysée. Donc on écrit les métagabbros qui étaient hydratés vont se déshydrater au cours de la subduction pour devenir anhydres, c'est-à-dire sans eau.
Il fallait donc prouver que c'était un métamorphisme de haute pression. Ce document-là vous montre la formule chimique du grenat. On voit qu'il n'y a pas d'eau. Et ce grenat, on vous dit qu'il existe dans la case numéro 6, qui correspond à cette case-là, là où ça s'est enfoncé. La roche de départ, c'est ça qu'il fallait faire. Elle contient chlorite et actinote, qui, elle, contient de l'eau et qui est ici, en surface. Et donc, on voit que cet enfoncement lié à la subduction fait qu'on a une augmentation de la pression et ce qui va provoquer une déshydratation des minéraux qui vont se transformer en minéraux anhydres. Ce métamorphisme, on dit qu'il est de haute pression puisqu'on gagne en pression, mais comme vous pouvez le constater, on reste dans des températures, même si ça augmente légèrement, on ne dépasse pas les 600 degrés par rapport aux températures du gabbro natif, qui elle était le double, et donc on dit que ça reste un métamorphisme de basse température. Et ce qui est important, c'est qu'on a de l'eau qui sort des roches. Et là, il suffit de faire la boucle sur notre schéma bilan. On marque ici le métagabbro à grenat, d'accord, qui a été enfoncé. Ce métagabbro, il porte un nom, on l'appelle éclogite, mais on ne va pas retenir, on dit qu'il est déshydraté ou anhydre, c'est la même chose. Et on passe d'un hydraté à un anhydre parce qu'on a fait sortir de l'eau. Ici, l'eau était rentrée et au cours de l'enfoncement, l'eau va sortir. Et elle ne sort pas n'importe où, elle sort dans la zone où on a observé la fusion. On reboucle et on va terminer. Cette fusion produit donc du magma. Et dernier paragraphe, ce magma va avoir deux devenirs. On en a déjà vu un. Premier devenir, une partie va réussir à se faufiler et à remonter jusqu'à la surface pour former des roches volcaniques. C'était la même chose dans la chambre magmatique de la dorsale, où le magma pouvait aller jusqu'à la surface et refroidir très rapidement au contact de l'eau pour former les basaltes. Et bien là, ça va refroidir très rapidement au contact de l'air pour former d'autres roches. Ce ne sont pas des basaltes, ce sont d'autres roches. Mais une partie va rester piégée dans cette croûte continentale, ne va pas réussir à se faufiler et à rejoindre la surface. Et dans ce cas-là, elle va refroidir ce magma refroidir très lentement. Ça va donner des roches qui vont être grenues, où tous les minéraux se touchent, et ça va donner la roche principale de la croûte continentale, vous la connaissez, c'est le granit. Et en fait, on va apporter du granit qui va venir grossir le continent, qui va s'épaissir. C'est ce qu'on appelle l'accrétion continentale. Donc, on finit de compléter le schéma. Une partie de ce magma qui remontait là et qui a pu atteindre le volcan, eh bien, une partie va se mettre sur les côtés et former de grandes poches qui vont grossir et faire la montagne et qui correspond à un massif de granit. Je vous le montre. Hop, une partie de ce magma qui est en fusion va se collecter dans une chambre. Une partie va atteindre la surface pour faire le volcan, mais d'autres parties vont rester emprisonnées dans la partie continentale. Ça, c'est le schéma d'interprétation. Et ça, c'est les vrais schémas. Ici, on a une coupe de la cordillère des Andes, ici au-dessus de Lima, ici au-dessus de La Paz. Et ce qu'il faut constater, c'est qu'on a bien ici en gris des granites. On appelle ça des granodiorites, qu'importe, mais on a des granites ici, ici, ici
qui prouve que le magma n'a pas atteint la surface et est resté piégé à l'intérieur. On a terminé enfin cette partie. Je vous distribuerai le bilan. Je vous épargne l'écriture du bilan et je vous le distribuerai au prochain cours.